Donc tout à l'heure, nous avons parlé effectivement de la diminution régulière. On s'attend à une diminution régulière de RT de plus en fonction de Dn, mais l'expérience, donc l'étude cristallographique, montre que l'évolution de R de T de plus au sein de ces oxydes TO suit plutôt donc deux courbes. L'une des courbes bleues concernant donc la configuration D1, D2, D3, D6, D7 et D8. L'autre est les jaunes concernant donc D4, D5 et D9, D10. Donc explication. Pour le cas de D0, D5 et D10, donc D5 moitié rempli, D0 et D5 moitié rempli, D10 entièrement rempli, donc ESCC égale 0. Donc on a l'énergie de la distribution sphérique R3. Donc RT de plus baisse régulièrement, donc suit la courbe pointillée. Pour ce qui est des configurations électroniques D1, D2, D3, d'une part D6, D7 et D8 d'autre part, on remplit les orbitales T de G. Ces orbitales T de G qui ont un effet d'écran inférieur à la moyenne de R3, puisque les T de G, lors de l'éclatement, hein, lors de la levée de dégénérescence des orbitales T de G, les orbitales se trouvent en dessous de R3, de l'énergie R3. Donc, ils ont un effet d'écran inférieur à la moyenne. Donc, RT de plus baisse beaucoup. Donc, on remplit ici la T de G. Et là, également la T de G. Pour ce qui est de D4, D5, d'une part, D8 et D9, d'autre part, on remplit les EG, les deux portions jaunes. Donc, je remplis les EG. Les EG se trouvent, leurs énergies, au-dessus de R3. Donc, au-dessus, c'est-à-dire supérieur à la moyenne R3. Donc, le rayon va augmenter. Donc, on s'aperçoit effectivement que le rayon augmente. Donc, on a une diminution, on a une diminution du rayon, une diminution notable du rayon, dans le cas de T de G, lorsque je remplis les T de G, puis une augmentation lorsque je passe de T de G à EG, et puis une diminution entre D5 et D8, parce que je remplis les T de G, et lorsque je remplis les EG, nous avons donc une augmentation, hein, et non pas une diminution régulière comme tout à l'heure. Dans le cas d'un champ fort, lorsque on a un état bas spin, delta O est supérieur à P, l'évolution de R3 plus devient de cette façon-là. C'est-à-dire, on s'attend effectivement donc à la diminution régulière et à la courbe de couleur bleue, diminution donc de D1, D2, D3, puis augmentation de G. Eh ben, on s'attend à cette courbe bleue, eh ben, on se trouve avec une seule courbe qui est la courbe de couleur rouge. C'est-à-dire, lorsque je remplis les T de G, dans le cas de bas spin, champ fort, D1, vous avez la valeur de D1, D2, D3, et au lieu d'avoir D4 qui doit augmenter, il diminue. D4 diminue, pour D5 il diminue, D6, donc il prend la valeur minimale pour D6. Puis il augmente. Puis il augmente à D7, D8, D9 et D10. Pourquoi? Parce que dans le cas de T de G, dans le cas du champ fort au bas spin, on remplit les 6 premiers électrons de D1, D6, on remplit uniquement les T de G. Donc nous avons une diminution notable du rayon R3+, D1, D2, D3 d'une part, D4, D5, D6, puis à partir du 7e électron, D7, D8, je commence à remplir les EG. Donc, effectivement, les EG, donc le rayon augmente jusqu'à D10. Donc, on s'attend effectivement à la courbe de couleur bleue, mais en réalité, on trouve donc une autre courbe, c'est la courbe de couleur rouge. Donc, et on déduit de cette courbe que le rayon du cobalt 3+, dans le cas de spin, est supérieur au rayon du cobalt bas spin. Donc l'expérience montre, donc, si le cobalt en présence de champ fort, si vous voulez, d'un ligand de champ fort, dans ce cas-là, donc si le champ fort, le rayon sera plus petit que dans le cas où la situation du cobalt est à haut spin.
Donc c'est la même constatation. Donc je passe notre paragraphe. Coordinons des ions de transition. Donc on a, pour ce qui est des ions de transition et les facteurs qui régissent effectivement le type et la nature du site dans lequel cristallise donc l'ion, ben nous avons effectivement trois facteurs. Le facteur électrostatique, donc la delta H réticulaire. Donc, par exemple, si je compare la constante de Muldoon, par exemple M de NaCl de ZNS, on trouve effectivement le site octaédrique est plus stable, donc OH est plus stable que TD. NaCl, donc ce sont les sites octaédriques donc, occupés par le sodium. Dans le cas de ZNS, ce sont les sites tétraédriques occupés par le zinc. Donc delta H réticulaire de OH effectivement plus stable. Donc constante de Muldoon est forte. Et vous avez le facteur de géométrique, c'est-à-dire la nature du site, hein, quand on calcule le rapport des rayons R cation sur R anion. Hein, hein, le R cation sur R anion, si, si le rapport est entre 0,732 par exemple, 0,42, donc c'est le site 6 qui est préféré, donc il va être occupé. Si le rapport se trouve entre 0,414, c'est-à-dire racine de 2 moins 1, et 0,225, c'est le site tétraédrique. Et bien, le troisième facteur qui est l'énergie de stabilisation par le choc cristallin ou ce qu'on appelle le gesso. Gesso, c'est-à-dire gain d'énergie en site octaédrique. G, gain, E, énergie, site octaédrique. Le gesso. Le choix du site dépend donc du facteur prédominant parmi les trois. Donc, nous avons un facteur électrostatique, un autre facteur géométrique et le gesso, c'est-à-dire l'énergie de stabilisation par le champ cristallin. Exemple, le CROM 3+. Le CROM 3+, c'est un des trois. Hein, on se pose la question, donc quel type de site sera-t-il plus stable? Ou bien c'est le site OH ou le site TD. Donc je dois calculer effectivement dans chaque cas hein, l'énergie ESCC, c'est-à-dire l'énergie de stabilisation par champ cristallin. Dans le cas de OH, vous avez 3 électrons T2G, donc 3 fois moins 4 dQ, ça fait moins 12 dQ. Dans le cas du site tétraédrique, vous avez donc 2 électrons VE, hein, les orbitales E, et un électron, le troisième électron, donc T. Par conséquent, vous avez ESCC est égal 2 fois moins 6, ça fait moins 12, plus un électron fois plus 4, ça fait plus 4 dQ. Donc, moins 12 plus 4, ça fait moins 8 dQ. Moins 8 dQ T. Donc, moins 8 dQ T, dQ T est égal à 4 neuvième dQ O, qui est égal à moins 32 neuvième dQ O. Donc, si je fais la différence entre l'énergie de stabilisation dans le cas de OH moins l'énergie de stabilisation dans le cas de TD. Ben, la différence nous donne delta est égal à moins 12 dQ moins 32 neuvième dQ. Ça vous donne à peu près moins 8,44 dQ, c'est-à-dire c'est le gesso, c'est le gain d'énergie hein, hein, que gagne effectivement le métal en position octaédrique. Donc, on en déduit que le chrome 3+, préfère toujours le site octaédrique. Application spinel, donc les types de spinel, les structures de type spinel de type A, B2, O4. Donc ce type de structure résulte donc d'un sous-réseau anionique formé par les ions O2- d'un CFC. Et nous avons donc un huitième des sites tétraédriques occupés et un demi des sites octaédriques occupés. Donc nous avons deux types de sites. Le site A qui est un site tétraédrique et le site B est un site donc octaédrique. Nous avons donc deux atomes B2 et un type d'atome de A. Donc vous avez A, B2, O4. Donc deux types. Je peux avoir une structure de type spinel direct, ce qu'on appelle spinel direct ou spinel normal, A, B, B, O, ou inverse, ou spinel inverse, c'est-à-dire B, A, B, O4. B, A, B, O4. C'est-à-dire, dans les spinels directs, vous avez A qui occupe le type de A, donc le cation A occupe les sites tétraédriques, et les cations B occupent les deux types de sites octaédriques. Dans le spinel inverse, vous avez un môle d'atome donc
B qui occupe un site tétraédrique et un autre B qui occupe un site octaédrique. Et le A occupe également le site octaédrique. Donc, le GESO permet effectivement de prédire et de prévoir donc, la répartition de ces ions-là dans les sites OH, OTD. Et donc, le type inverse ou direct de la spinelle, ou spinelle inverse ou spinelle directe. C'est le cas par exemple de FeCr2O4. Si je prends le FeCr2O4, donc c'est un spinel direct. Pourquoi? Parce que Cr3+, on vient de voir que Cr3+, est très stable aussi en site octaédrique. Donc Cr3+, est stable en site octaédrique. Donc vous aurez donc FeCr, Le Fe de plus, c'est un D6. Donc elle occupe le site tétraédrique. Donc vous avez Fe site tétraédrique, Cr au site octaédrique, O4. Donc un spinel direct. Par contre, si je prends la magnétite Fe3O4, eh bien Fe3O4 est inverse. C'est inverse. Donc la présence de Fe2, Fe3, nous avons Fe3+, en site tétraédrique, Fe2+, en site octaédrique, Fe3+, en site octaédrique, O4. Le GESO me donne effectivement pour l'ion fer de plus, hein, si je prends le fer de plus en site octaédrique, je calcule le GESO, c'est-à-dire le gain d'énergie en site octaédrique, je trouve moins 4 TQ si je mets le fer de plus en site octaédrique. Alors que le GESO de Fe3+, égale 0, puisque Fe3+, est un D5, nous avons 5 électrons. 5 électrons effectivement, donc je gagne 0 et dans le site octaédrique et dans les sites tétraédriques. Donc elle est indifférent, un ion indifférent. Vous le mettez dans le site tétraédrique ou le site octaédrique, ne gagne rien de plus, rien. Donc vous avez une énergie ESS, un GSO égale 0. Ces répartitions ont des conséquences en réalité sur les propriétés magnétiques de ces composés. Donc la distribution inverse, spinel inverse, et la distribution normale N ont des conséquences sur les propriétés magnétiques. Lorsque les ions en site octaédrique donc, et les sites tétraédriques sont généralement couplés antiferromagnétiquement, donc on a antiferromagnétique à basse température, bien sûr, l'ordre magnétique se fait à très basse température. Donc nous avons A, B, B, O4, c'est-à-dire A dans les sites tétraédriques. Vous avez donc des moments dans un sens et BB dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que les spinels ont des propriétés magnétiques de type ferrimagnétique, BBO4. L'allure effectivement, de l'aimantation en fonction de T, on a une allure de aimantation à saturation sigma S en fonction de T, nous avons donc cette allure, et que je peux calculer donc l'aimantation à saturation n'est autre que la différence entre le nombre de magnétons de bord des ions dans les sites tétraédriques A, Na, moins le nombre des magnétons de bord des sites B, c'est-à-dire le nombre d'électrons dans les sites B. Exemple, si je prends le FeCr2O4, nous avons donc un spinel normal ou un spinel direct, Fe de plus en site tétraédrique, Cr3+, les deux Cr3+, en site octaédrique. Donc j'ai trois magnétons de bord, trois électrons célibataires. Donc pour chaque électron célibataire, j'ai un magnéton de bord, donc trois magnétons de bord pour chacun. Vous avez donc ici 2 fois 3 magnétons de bord, alors que le Fe de plus est un D6, nous avons 4 électrons célibataires, 2 électrons célibataires en T2G et 2 électrons célibataires en EG. Donc vous avez 4 magnétons de bord. Si je fais la différence entre le nombre de magnétons de bord dans les sites tétraédriques A moins le nombre de magnétons de bord effectivement dans les sites octaédriques, la différence me donne 4 moins 2 fois 3, ça fait 6, donc 4 moins 6, ça fait moins 2. En valeur absolue, ça fait 2 magnétons de bord. Donc sigma S est égal à 2 magnétons de bord. Alors, si je prends le cas inverse, spinel inverse I, vous avez Cr3 en site tétraédrique, Fe de plus en site octaédrique, Cr3 en site octaédrique. Vous avez ici 3 magnétons de bord dans le site tétra. Fe de plus en site octaédrique, 4 magnétons de bord. 4 électrons célibataires, donc 4 magnétons de bord. Le Cr3+, 3 électrons célibataires, donc 3 magnétons de bord. Donc là, dans
les sites octaédriques, vous avez 4 plus 3, ça fait 7 magnétons de bord. Donc 3 moins 7 magnétons de bord, ça fait, en valeur absolue, ça fait 7 moins 3, ça fait 4 magnétons de bord. Donc spinel inverse nous donne 2 magnétons de bord pour l'aimantation saturation. Et le spinel inverse, vous avez effectivement 4 magnétons de bord. Donc l'étude magnétique permet de distinguer est-ce que les ions, est-ce qu'effectivement nous avons un matériau qui cristallise dans le type spinel inverse ou spinel normal. L'énergie de stabilisation du champ cristallin est propriété oxydo-électrique des ions de transition. Eh bien, le potentiel normal d'un couple redox, elle est en fonction également de l'énergie d'échange et l'énergie effectivement de stabilisation par le champ cristallin. Donc ça dépend, est-ce que l'orbitale est pleine ou demi-pleine, moitié remplie si vous voulez. Si je prends par exemple le couple Zn, Zn2+, donc le Zn, si je prends Zn, c'est Zn, configuration électronique, donc 4s2, 3d10, pour les électrons de valence bien sûr. Donc si je fais la réaction pour le couple Zn, Zn2+, vous avez Zn qui vous donne Zn2+, plus électrons. Donc il passe effectivement de 4s2, 3d10 à Zn2+, donc les deux électrons 4s2 s'en vont, et par conséquent, nous avons 3d10 comme électron de valence pour Zn2+. Eh bien, on trouve un potentiel normal E0 égale moins 0,76 volts. Donc, moins, c'est-à-dire un couple réducteur. Donc, le zinc, la tendance de donner deux électrons de l'orbital 4s2 pour avoir la situation 3d10 qui est stable, entièrement remplie, pour donner Zn2+, et les deux électrons. Donc c'est un couple réducteur avec un potentiel de moins 0,76 volts. Si je prends maintenant le couple redox Mn3+, Mn2+, Mn3+, c'est un D4, donc 4 électrons célibataires. Plus un électron, ça vous donne Mn2+. Mn2+, c'est un D5. Donc la situation, si je compare D5 et D4, je vois effectivement que la D5, moitié remplie, elle est plus stable que cette situation, cette configuration de D4. Donc si j'ajoute un électron, eh ben, le D4 fixe l'électron pour avoir donc la configuration électronique D5. 5 électrons qui est la moitié remplie, donc et la tendance effectivement, la réaction se fait de gauche à droite, donc la flèche en rouge plus longue. Donc la réaction, si vous voulez, pour donner D5 est favorisée. Donc on a un potentiel de l'ordre de plus 1,51, donc c'est un couple très oxydant. C'est un couple très oxydant. Alors que tout à l'heure, c'est un couple réducteur. Si je prends maintenant, par exemple, le couple redox CR2+, CR3+. CR2+, c'est un D4. Le CR3+, c'est un D3. Donc, et j'étudie donc la réaction CR2+, dans CR3+, plus un électron. Est-ce que CR2+, est un réducteur ou joue le rôle de réducteur? Eh bien, on se trouve effectivement avec E0 égale moins 0,41 volts, donc réducteur. Pourquoi? Parce que la situation D4, 4 électrons célibataires, est moins stable que la D3. D3, vous avez uniquement un électron dans les T de G, 3 électrons, donc énergie d'échange, forte ici, dans la situation D3 que D4. Donc le CR2+ a tendance de céder son électron, son quatrième électron, pour avoir cette situation de D3 qui est plus stable. Donc on se trouve effectivement avec un couple réducteur. E0 de potentiel normal est fonction également de la nature du ligand. Si je prends le même couple redox, par exemple ici, si je prends le cobalt avec H2O, le cobalt 3+, donc j'étudie le cobalt 3+, plus un électron dans le cobalt 2+, avec le même ligand H2O 6 fois. Donc complexe hexa, donc hexa, donc à quoi effectivement cobalt 3. Donc là, vous avez le cobalt 3+, de configuration électronique d'un D6, un électron pour chaque orbital, et le sixième se met en T2G. Eh bien, si j'ajoute, donc si je prends CO3 plus un électron, il va me donner effectivement cette configuration. Donc 8 électrons, donc
avec 3 électrons célibataires, 2 et 2 couples donc à parier. Donc si je fais le gain d'énergie, hein, je trouve effectivement que je gagne moins 4 dQ dans le sens gauche à droite. Donc le CO3+ fixe l'électron pour donner CO2+. Pourquoi? Parce que je gagne moins 4 dQ. Donc je calcule ici donc ESCC, vous avez 4 fois, ça fait 1, 2, 3, 4 électrons T2G, 4 fois, donc moins 4, ça fait moins 16 dQ, plus 2 fois 6, ça fait plus 12, hein? Moins 16 plus 12, ça fait plus 4, alors que là, c'est hein, ESCC est égal 5 fois moins 4 dQ, ça fait 20, moins 12, ça fait moins 8. Donc je passe de moins 4 à moins 8, donc je gagne 4 dQ. Donc le potentiel, on se retrouve avec un potentiel E0 égale plus 1,84 volts, c'est-à-dire un potentiel positif, donc très oxydant. C'est un couple très oxydant, CO3 plus H2O, CO2 plus H2O. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, H2O est un ligand faible. Si je le prends avec l'éthylène-diamine, qui est un ligand fort, l'éthylène-diamine, hein, d'après la série spectrochimique, En est plus fort que NH3, NH3 est plus fort que H2O. Eh bien, on est dans la situation basse spin, donc champ fort. Hein, En est un ligand fort. Donc nous avons 6 électrons effectivement, dans les orbitales T2G. Si le cobalt 3+, j'ajoute un électron, j'aurai la situation suivante, c'est-à-dire cette configuration, 6 électrons T2G avec un électron spin-1,5 EG. Donc si je calcule l'énergie de stabilisation ici, ESCC, donc 6 fois moins 4 dQ, ça fait moins 24 dQ plus 3P. Là, c'est 6, ça fait moins 24 plus 3P plus 6 dQ, ça fait moins 18 dQ. Donc, je perds, je perds 6 dQ si j'aurais la réaction dans ce sens, dans le sens noir. Donc, il préfère, lui, de céder le septième électron pour avoir cette configuration qui est plus stable. Donc, nous aurons la réaction dans le sens inverse. Donc, CO, En 3 fois 3 plus un électron, dans CO, En 3 fois 2 plus, donc la réaction se fait dans ce sens-là. E0 est égal, on trouve E0 est égal moins 0,26, donc c'est un couple réducteur. Donc NH3 pour NH3, on trouve un couple redox E0 est égal plus 0,10 volts. Donc c'est un couple intermédiaire. Donc on trouve une valeur entre moins 0,26 pour NH3 pour l'ammoniac. On trouve une valeur de potentiel E0 entre moins E0 moins 0,26 et plus 1,84. Donc c'est un couple intermédiaire puisque NH3 est plus fort que H2O, moins fort que l'éthylène-diamine. Eh bien, on s'arrête ici. Hein, les filles intelligentes, donc la prochaine fois.